Donc on commence par la distance de réaction. Alors comment ça se passe? Donc je suis en train de rouler, à un moment donné, je vois un obstacle, par exemple, ça s'est éteint, par exemple, un arbre, c'est revenu. Donc je vois donc l'arbre, il faut que je m'arrête. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui voit l'arbre? C'est mon œil. Ensuite, l'information est transmise au cerveau, donc qui réfléchit, et qui donne l'ordre à un membre d'intervenir, par exemple le pied, afin qu'il freine. Donc tout ça, c'est mon temps de réaction en fait. Du moment où je vois l'arbre, l'obstacle, jusqu'au moment où j'appuie sur le frein. Pendant ce temps-là, je suis en train de rouler, d'accord ? Et la distance de réaction, donc le temps de réaction pour une personne normale qui n'a pas consommé donc d'alcool, de stupéfiants, qui est bien reposée et qui est jeune, c'est 1 seconde, en moyenne. À quelques millisecondes près, un peu plus, un peu moins, mais en moyenne, c'est 1 seconde. Donc la distance de réaction, c'est la distance parcourue pendant 1 seconde. Rappelez-vous que là, on n'a toujours pas freiné. Donc si vous roulez, admettons, à 100 km/h, en 1 seconde, vous avez parcouru quand même beaucoup de mètres. Alors, ça, c'est la distance de réaction. Maintenant, on va voir la distance de freinage. Donc là, j'appuie sur le frein et il faut que j'attende que mon véhicule s'arrête. Alors, il faut que j'attende que les forces de frottement elles fassent leur travail. Les freins, ils vont appuyer. Donc, en fait, comment ça se passe? Votre véhicule, il est doté d'une énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Et pour que cette énergie cinétique se dissipe, arrive à zéro, donc en fait, elle se dissipe via 2 choses. Soit la chaleur, donc ça c'est quand les forces de frottement font leur travail, les freins ils chauffent en fait. Et la deuxième façon de dissiper l'énergie cinétique, c'est la déformation. Donc la déformation des carrosseries, et quand ça ne suffit plus, la déformation des corps, ou la déchirure, ou l'écrasement. Donc là c'est dramatique ce qui se passe. Donc voilà la distance de freinage. Donc ça, celle-là, vous la connaissez tous. Vous savez à peu près, donc si je roule à tant de km/h, j'appuie sur mes freins, avec quelle intensité mon véhicule va s'arrêter. C'est surtout sur la distance de réaction qu'on va se concentrer. Donc voilà, on synthétise un peu notre schéma. Distance d'arrêt est égale à distance de réaction plus distance de freinage. Alors je vous ai dit tout à l'heure que la distance de réaction, c'était 1 seconde, la distance parcourue pendant 1 seconde, pour une personne jeune, bien reposée, etc., etc. Donc il y a certains éléments qui viennent augmenter ce temps de réaction. Il y a des facteurs qui influent sur le temps de réaction. Alors à votre avis, donc on va le faire en interaction, qu'est-ce qui peut augmenter ce temps de réaction? Qui peut me dire, en levant la main par exemple? Oui? La fatigue, très bonne réponse, ça peut augmenter le temps de réaction. Qu'est-ce qui peut encore augmenter le temps de réaction? Oui? Le téléphone, l'usage du téléphone, très bonne réponse aussi. Allez, il y a plusieurs choses, donc vous pouvez y aller. La drogue, que ce soit stupéfiant ou d'autres drogues. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui? L'alcool, c'était dans le titre du cours. Autre chose? Il y a d'autres choses plus subtiles. Là? L'inattention, la distraction. La distraction, c'est-à-dire quand on est en train de vous parler ou quand vous écoutez la radio, par exemple. Oui? Alors ça va influer sur la distance de freinage. Est-ce que c'est du bitume? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est des cailloux? Ça va influer sur la distance de freinage, mais pas sur la distance de réaction. La distance de réaction, elle est influencée par ce qui fait des effets sur votre cerveau, en fait. Allez, on a vu alcool, téléphone, tout ça. Maintenant, des choses plus subtiles. Distraction, c'est subtil. On n'y pense pas, mais ça en fait partie. Le multitâche, en gros, quand on parle de distraction, le fait de faire plusieurs choses à la fois, donc pas être concentré que sur sa conduite. Ouais, donc là, on va le ranger dans les distractions. On peut aussi parler, oui? D'accord, la visibilité, on peut ranger ça dans la visibilité. Est-ce qu'il y a du brouillard? Est-ce qu'il y a de l'eau sur le pare-brise? Ok. Après, dans les choses plus subtiles, on peut aussi ranger le stress, d'accord? Le stress, ça influe sur le temps de réaction. Quand vous êtes stressé, vous avez la tête ailleurs.
Ou on peut aussi ranger l'euphorie, quand vous êtes trop content, quand vous avez reçu une bonne nouvelle, ça aussi, ça peut influer sur le temps de réaction. Une dernière chose, l'expérience. L'expérience, on a tendance à croire que quand on a le permis depuis, par exemple, 20 ou 30 ans, on est invulnérable. C'est-à-dire on a tellement d'expérience sur la route que plus rien ne peut nous arriver. Attention, parce que, vous savez, il y a un test qui existe. Vous montrez un texte à quelqu'un et vous oubliez un mot dans le texte. Mais la personne va lire le texte complet, hein, comme si le mot ne manquait pas. Vous connaissez ce test qu'on voit souvent sur Internet ou dans des formations. Pourquoi on fait cette erreur? Parce que notre cerveau a tellement d'expérience qu'il remplace le mot automatiquement, sans qu'on s'en aperçoive. Mais si vous montrez le même texte à un enfant qui est en classe de CP, par exemple, qui vient d'apprendre à lire, elle ne va pas faire cette erreur, parce que cet enfant lit mot par mot. Par exemple, le petit chaperon rouge dans la forêt. Si vous oubliez le dans, il va s'en apercevoir. Nous, on ne s'en aperçoit pas, à cause de l'expérience. Donc attention, l'expérience aussi, ça peut jouer des tours. On a tellement l'habitude, quand on circule sur la route, que des fois, notre cerveau peut remplacer certains éléments qui nous paraissent étranges au premier abord. Donc voilà la liste de ce que vous m'avez un peu répondu, hein, les facteurs influents sur la distance de réaction. Donc l'alcool, les stupéfiants, il y a aussi les médicaments. Vous savez, sur les médicaments, il y a soit la notice, soit c'est écrit directement sur la boîte. Il y a plusieurs pastilles sur les boîtes de médicaments. Jaune, orange, rouge. Jaune, ça veut dire vous pouvez conduire, il n'y a pas d'interdiction. Soyez juste prudent parce que vous avez quand même consommé un médicament. Orange, ça veut dire attention, ça devient dangereux, il faut demander à un médecin la permission de conduire. C'est le médecin qui décide si vous pouvez conduire ou pas. Et rouge, c'est une interdiction formelle de conduire. Même le médecin n'a pas le droit de vous autoriser à conduire. Le médecin, par contre, peut juste vous dire combien de temps après la prise du médicament vous pouvez reprendre le volant. 12 heures, 24 heures, 48 heures. Donc ça, c'est les pastilles sur les boîtes de médicaments, jaune, orange, rouge, hein, faut y faire attention. Ensuite, on a parlé du sommeil, de la fatigue, du stress. Téléphone, vous m'aviez répondu aussi, distraction, la radio. Et aussi, il y a l'âge. L'âge, la vue, tout ça, ça influe sur votre temps de réaction. Ce temps de réaction, on peut l'améliorer, hein, notamment, par exemple, avec l'expérience, on peut l'améliorer, mais aussi avec des jeux vidéo, des entraînements, on peut, en se concentrant sur certains points, on peut améliorer ce temps de réaction. Et maintenant, pareil, qu'est-ce qui influe sur la distance de freinage? Donc tout à l'heure, vous m'aviez répondu l'état de la chaussée, donc c'est une bonne réponse. Quels autres éléments peuvent influer sur la distance de freinage? Les pneus, l'état des pneus, parce que si ils sont usés, je ne vais pas freiner pareil, je ne vais pas m'arrêter au même moment. Quoi d'autre? Les freins. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre aussi? La météo, le temps, c'est-à-dire est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il y a du verglas? Très bonne réponse. Et une dernière chose qu'on pourrait mettre, une chose assez importante aussi, quelqu'un a une idée? Non, en fait, l'ABS, tout ça, c'est des éléments, de sécurité aussi. Mais ça ne va pas réduire la distance de freinage, ça va juste nous éviter de glisser, en fait, de faire un aquaplaning. Plutôt autre chose, on va parler donc de la vitesse plutôt. Si je roule à 100 km/h, ça va influer sur ma distance de freinage. Ce n'est pas pareil que si je roulais à 50. Et aussi le poids du véhicule, ce n'est pas pareil pour un camion ou une voiture. Okay. Et le chargement aussi. Le chargement, c'est surtout que pour ceux qui roulent dans des camions, est-ce que c'est bien chargé ou pas? Est-ce que c'est au milieu des essieux ou plutôt sur les côtés, hein? Donc voilà ce qui influe sur la distance de freinage. Une petite synthèse. Donc la pluie, la neige, le verglas, donc la météo en général, les pneus, les disques, les freins, la vitesse, le poids, le chargement et l'état de la chaussée. Donc vous voyez qu'il y a certains éléments qui influent sur la distance de réaction, il y a d'autres éléments qui influent sur la distance de freinage, qui ne sont pas du tout identiques. Donc nous, on va se concentrer sur la colonne de gauche. On va parler donc d'alcool, des drogues, des stupéfiants. On va aussi parler du téléphone. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur le sommeil.
C'était pas dans le cours, mais on va en parler. C'est très important d'être bien reposé, c'est très important de bien dormir, et c'est vraiment une parenthèse qui me vient à l'esprit. Il se passe quelque chose de formidable lorsqu'on dort qui ne se reproduit plus jamais dans la journée. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe, surtout quand on est dans le sommeil profond en fait? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans le sommeil profond? Quelque chose de très beau, mais qui ne se reproduit plus jamais dans la journée. C'est-à-dire là, ça se reproduit pour aucun d'entre nous, sauf s'il y en a un qui dort. On rêve, c'est vrai, c'est bien, mais quelque chose de vraiment primordial pour notre corps. On ralentit notre rythme cardiaque. Oui, et quelles conséquences ça a? Quelqu'un a une idée? On se refroidit. Oui, et donc? Quelque chose d'encore plus beau. Alors je vais vous dire, allez, une dernière. On régénère toutes les cellules mortes de l'organisme. C'est-à-dire notre cerveau, lorsqu'on est dans le sommeil profond, il va donner l'ordre à la moelle épinière, donc par une sécrétion d'hormones, c'est comme ça que ça se passe à l'intérieur, c'est comme ça que ça communique. Le cerveau va sécréter une hormone qui va donner l'ordre à la moelle épinière de régénérer toutes les cellules mortes de l'organisme. C'est-à-dire qu'on va rajeunir. Pendant qu'on dort, dans notre sommeil profond, on va rajeunir. Et quand on dort, on fait plusieurs cycles de sommeil profond. Il y a un cycle d'1h30 dans lequel il y a une phase de sommeil profond d'à peu près une trentaine de minutes. Et ça, c'est une phase pendant laquelle notre corps se régénère. Alors, il y a les cellules de la peau, du cerveau, du foie, du cœur, toutes les cellules en fait. Et ça, c'est très important parce que ça ne se répétera plus dans la journée. C'est que lorsqu'on dort que ça se passe. On se régénère. D'ailleurs, une personne qui a mal dormi, à quoi on le reconnaît? À quoi on reconnaît une personne? On lui dit, tiens, t'as mal dormi, toi. Il a des cernes, parce que ça n'a pas eu le temps de se régénérer. Donc si ça n'a pas eu le temps de se régénérer, donc la peau qui est en surface, à l'intérieur, c'est pareil, le cœur, le foie, tout ça. C'est pour ça que les personnes qui dorment très peu, ça a un impact sur leur santé. Il faut bien dormir, d'accord. Après, c'est vrai que la meilleure façon de dormir, c'est de dormir sans alarme aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre corps, donc vous vous réveillez lorsque vous êtes complètement régénéré. Et c'est très important parce qu'il y a des scientifiques, il y a quelques années, qui ont fait une expérience. Ils voulaient savoir, en fait, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on restait éveillé tout le temps, en fait. Donc, ils ont fait l'expérience. Donc, c'était un scientifique parmi l'équipe qui est resté éveillé, et puis donc avec des... ils l'ont surveillé, et ils en sont venus à la conclusion, c'était je crois en Suède, ils en sont venus à la conclusion que lorsqu'on restait éveillé pendant 24 heures, non-stop, c'est-à-dire lorsqu'on faisait une nuit blanche, le cerveau se comportait comme si vous aviez consommé de l'alcool. Alors bien entendu, si on vous fait un test d'alcool, il y a 0 dans le sang, il y a 0 g dans le sang, parce que vous n'avez pas d'alcool dans le sang. Mais votre cerveau se comporte comme si vous étiez alcoolisé. Et comme si vous aviez consommé, donc comme si vous aviez 1 gramme par litre de sang. 1 gramme par litre de sang, c'est l'équivalent de 4 verres d'alcool, quand on fait 24 heures non-stop. Alors, pourquoi le cerveau il se comporte comme ça en fait? Pourquoi le cerveau il se comporte comme si vous aviez consommé de l'alcool? Parce qu'il est tellement accablé par la fatigue que pour continuer à fonctionner normalement, il revient à ses circuits les plus primitifs. Donc il éteint toutes les cases supérieures, de raisonnement, de logique, de distanciation, tout ça il éteint. Et comme ça, il garde un peu le circuit primitif pour marcher, rentrer chez soi, dormir. Donc maintenant, on va parler de l'alcool et des drogues, donc leurs effets sur le cerveau. Alors on a tendance à croire que l'alcool, il agit sur tout le cerveau de manière homogène. Non, en fait, il cible certaines parties du cerveau. L'alcool ou les drogues, ils ont vraiment le même effet. On les range les deux dans les psychotropes. Donc ils ont premièrement, donc comme ce sont des substances anesthésiantes, c'est comme si vous étiez sous anesthésie légère pour commencer, ils ont pour effet un ralentissement de la communication entre les neurones. Donc le message circule moins vite, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un temps de réaction qui est plus élevé. Il peut être très élevé le temps de réaction, il peut faire 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Alors à terme, il faut aussi savoir que certaines cellules du cerveau vont disparaître.
c'est ce qu'on appelle la perte du tissu cérébral. Il y a trop peu de gens qui comprennent ça. En fait, ils pensent que boire, c'est juste, donc il y a des effets nocifs tout de suite parce que je suis en état d'ébriété, donc je ne sais plus trop me maîtriser, mais le lendemain, tout est fini. Non, parce qu'entre aujourd'hui et le lendemain, pendant votre consommation d'alcool et un peu après, il y a des cellules du cerveau qui ont été détruites. Ça, c'est dû à la toxicité de l'alcool. L'alcool, c'est toxique, on parle en degrés, hein. Donc ça détruit les cellules du cerveau. Et le volume du cerveau, il peut diminuer. Il diminue, c'est pas qu'il peut diminuer. Et il peut diminuer jusqu'à 15%. Donc imaginez, même 1%, c'est dramatique. Parce que le cerveau, c'est l'organe du corps auquel on tient le plus. D'accord ? C'est ce qui nous différencie des animaux, hein, quelque part. Donc diminuer le volume du cerveau de 10 à 15%, c'est dramatique. Et ça, on s'en aperçoit quand on parle à des gros buveurs qui ont consommé pendant plusieurs années. Et je ne dis pas ça pour mépriser ou pour me moquer de qui que ce soit, hein. C'est un constat. Quand vous parlez à des gros buveurs, vous comprenez que des fois, vous leur parlez de quelque chose, ils vous répondent des choses qui n'ont rien à voir. Vous leur parlez par exemple de, je sais pas, l'augmentation du prix moyen de la taxe foncière dans le département, ils vont vous répondre Jacques Chirac, il est vivant et il habite en Argentine. Donc c'est vraiment ça. Là, on voit qu'il y a un réel problème. Chez les gros buveurs, après plusieurs années, hein, ça prend du temps. Alors l'alcool agit sur le cortex frontal, donc c'est le front, hein, du cerveau. C'est l'élément qui commande la maîtrise de soi et le comportement en société. C'est ce qui nous permet qu'on sait se tenir en société. Donc, quand le cortex frontal il est anesthésié, on ne sait plus trop comment se comporter en société. On croit bien faire alors qu'on fait des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Ça altère aussi le raisonnement, la résolution de problèmes, et donc ça entraîne à terme une baisse des capacités intellectuelles. Et d'ailleurs, il y a un effet du chien qui se mord la queue, parce que le fait d'avoir une moins bonne maîtrise de soi, ça accentue les réactions impulsives et ça réduit les freins naturels. Donc, par exemple, l'envie de boire. Une personne qui est sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants, comme elle n'a plus de maîtrise, ses freins naturels sont inexistants pratiquement. Il n'y a plus de garde-fou. Donc, elle va encore retomber dans l'alcool et les stupéfiants. Et elle peut s'enfoncer de plus en plus. Ensuite, il y a la mémoire aussi qui est altérée. La mémoire subit de plein fouet les effets d'une consommation de longue durée, parce qu'en fait, la mémoire de court terme n'arrive pas à parvenir à la mémoire à long terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'hippocampe qui est touché aussi, c'est là où est stockée la mémoire. Le cervelet, c'est le petit cerveau qui est derrière, qui est à l'arrière, c'est celui qui gère la motricité. Donc il y a des troubles au niveau de la motricité, des coordonnations de l'équilibre. Et pareil, chez les gros buveurs, ceux qui ont consommé pendant plusieurs années, 10, 15, 20 ans, des fois sans avoir même bu une goutte d'alcool, donc on peut les voir des fois un peu tituber. Hein, et bien ça, c'est dû aux troubles permanents du cerveau. D'accord ? C'est toxique, c'est altéré, et puis les dommages sont conséquents et pour longtemps. Enfin, donc, il y a l'hypophyse. Donc, l'hypophyse, c'est la glande qui commande l'hormone de croissance. Donc, plus on commence jeune et plus c'est dramatique. Il faut savoir que notre cerveau se développe jusqu'à l'âge de 23 ans. Après, on considère qu'il est développé. Et puis, ceux qui consomment avant l'âge de 23 ans, donc, il y a des dommages irréversibles qui vont les suivre toute leur vie, en fait. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou ça va ? Je peux enchaîner sur la suite. C'est bon ? C'est compréhensible ? Alors maintenant, on va s'intéresser au circuit de la récompense. Comment ça se passe dans le cerveau ? Comment ça se fait qu'on devient addict ? D'accord ? Comment ça se fait qu'on rentre dans cette addiction ? Donc, le circuit de la récompense, donc, on a vulgarisé un peu. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le cerveau. Mais pour résumer, donc, on va se concentrer sur ces trois molécules, dopamine, noradrénaline et sérotonine. Je reviendrai sur ce schéma plus tard. On reviendra plusieurs fois sur ce schéma.
Donc il faut savoir que le cerveau il fonctionne un peu comme une balance, toujours à la recherche de l'équilibre. Donc la sensation de plaisir, elle est atteinte quand nous produisons de l'adrénaline, de la noradrénaline, qui déclenche à son tour la production de dopamine, c'est la fameuse molécule du plaisir, et au même moment, pour que le cerveau retrouve cette forme d'équilibre, on produit de la sérotonine. Le problème, c'est que dans une vie normale, en fait, nous, on est fait pour produire de la dopamine un peu à chaque moment. C'est-à-dire lorsqu'on mange, lorsqu'on voit nos enfants, lorsqu'on écoute quelque chose qui nous intéresse, lorsqu'on mange du chocolat. Et tout ça, c'est normal. Lorsqu'on se balade, qu'on se promène, donc on apprécie la vie, on sécrète à chaque fois un peu de dopamine. À ce niveau, plus ou moins. Et comme c'est la molécule du plaisir, plus on en sécrète et plus donc on estime être heureux et on a une sensation de satisfaction et de bonheur. Et le souci, c'est que la consommation de drogue court-circuite cet équilibre. Parce que quand vous prenez de la drogue ou quand vous consommez de l'alcool, la dopamine, elle est libérée en très grande quantité, avec violence. Voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un consomme de la drogue. Donc regardez le niveau de dopamine, regardez où il est, alors que tout à l'heure, on était plutôt, là je vais revenir sur le schéma précédent, dans une situation normale, on était vraiment là. Donc là, c'est une vie normale, une vie saine, manger c'est tout à fait normal, dormir, se promener, avoir des enfants. Et là, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool ou des drogues. Donc son plaisir est décuplé, il y a beaucoup plus de noradrénaline, il y a beaucoup plus de dopamine, et le cerveau, il s'habitue en fait à ça. Attention, quand je dis s'habitue, c'est pas après 10-15 ans pour la drogue, c'est à la première prise, quand on parle de drogue dure, cocaïne, héroïne et tout ça. À la première prise, c'est game over, il est trop tard là, donc il ne faut surtout pas tomber dedans. Donc quand votre cerveau il s'habitue à ça, donc à la première prise pour les drogues dures ou un peu plus tard pour l'alcool par exemple ou les stupéfiants, eh bien votre cerveau il voudra toujours ce niveau de satisfaction. Alors maintenant, lorsque vous allez voir vos enfants ou vous promener ou travailler, eh bien le niveau de dopamine que vous aurez sera celui-là. Et là, votre cerveau, il n'est pas satisfait, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes plus heureux. Alors qu'avant, ça vous procurait du plaisir. Là, c'est fini, ça ne vous intéresse plus, parce que c'est ça que vous voulez maintenant. Et même si on se dit, allez, demain j'arrête, ça y est, c'est fini, eh bien, le sevrage est long et difficile. Donc, une personne qui consomme de la drogue, sachant qu'elle est habituée à ce niveau de plaisir, qu'est-ce qui va se passer tout simplement ? Elle aura plus de plaisir donc à voir son environnement social, ses amis, ses parents, ses enfants, tout ça, ça ne va plus l'intéresser. Elle aura plus l'envie de travailler à l'école. Là, on parle de nos enfants, par exemple. Elle aura plus envie de travailler. Parce que vous savez, quand on travaille, à l'école, il faut faire preuve de beaucoup de patience et d'humilité, d'accord ? Donc, on assiste aux cours, ensuite on révise à la maison, il faut savoir ouvrir les livres, tout ça, il faut savoir prendre du plaisir dans tout ça. C'est très subtil. Ensuite, on passe un examen, et ensuite, on a notre résultat. Et là, il y a la dopamine qui est sécrétée. Et là, on répète, on avance comme ça dans les études. Mais une personne qui se drogue, elle n'aura aucun plaisir à avoir une bonne note, elle n'aura aucun plaisir à ouvrir un livre. En plus, on est dans un environnement religieux, d'accord ? Il faut qu'on éprouve du plaisir à, par exemple, lire le Coran, à faire nos prières. D'accord ? C'est petit à petit que ce plaisir s'intensifie. Mais si quelqu'un, les enfants par exemple, ils tombent dans ce système, ça va être très compliqué de trouver du plaisir ici. Donc voilà, une personne qui consomme alcool ou drogue ne trouve plus de plaisir à être avec ses proches, travailler, manger, etc. Et ça favorise le décrochage social et scolaire. Alors, il y a un autre élément qui vient compliquer l'équation, c'est les réflexes pavloviens. Donc, ça vient d'un scientifique qui s'appelait Pavlov. Donc, les réflexes pavloviens, ils compliquent le retour à la normale.
C'est quoi les réflexes pavloviens? Alors lui, il a fait une expérience, il en a fait plusieurs, hein, je vais vous en prendre une. Par exemple, il y a des gorilles, vous leur donnez du jus de pomme, ils apprécient, ils sécrètent de la dopamine. Très bien. Maintenant, il a fait l'expérience d'allumer une lumière rouge 2-3 secondes avant de leur donner du jus de pomme. Et il en est venu à la conclusion qu'ils commençaient à sécréter de la dopamine quand la lumière rouge s'allumait. Il l'a fait plusieurs fois, hein. Il leur a fait ça pendant plusieurs jours, et les gorilles ont compris que lorsque la lumière s'allumait, eh ben c'est à ce moment-là que j'allais recevoir mon jus de pomme. Donc on commence à être heureux, à sécréter de la dopamine au moment où la lumière rouge s'allume, et non plus au moment où le jus de pomme est donné. Et ces réflexes pavloviens, on en a tous, hein. Par exemple, maintenant, je vais prendre notre exemple à nous, à la vue d'une bonne pâtisserie, à la vue d'un bon dessert, on commence déjà à sécréter cette dopamine. Donc on commence à être heureux. Hein, on prend du plaisir avant même que le dessert arrive dans notre bouche. Et ça complique le retour à la normale, parce qu'une personne qui consomme alcool ou drogue, eh bien, ces réflexes pavloviens, ils sont présents. Donc là, c'est complètement l'environnement qu'il faut changer. Il faut changer peut-être d'amis, de ville, de lieu de domicile, parce que tout ça va lui rappeler sa consommation, ses trajets pour se rendre à l'école ou au travail. Hein. Et là, le sevrage, il peut s'avérer très long et très compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir, hein. C'est des choses à savoir, parce que je vous répète, si c'est trop tard, c'est trop tard. Donc pour conclure, il est très important d'anticiper ces formes de dépendance en faisant attention à nos fréquentations et à nos habitudes et à notre environnement en général. D'ailleurs, une fois, il y a quelqu'un qui a posé une question au calife en lui disant que j'ai des mauvaises notes à l'école. Et le calife lui a dit, la personne à côté de qui tu t'assois en classe, change de place, essaye ça. Peut-être que c'était une personne qui était nocive pour lui et qui l'entraînait dans des choses. Et vous savez, quand on est entraîné dans certaines choses, on ne prend plus trop de plaisir à étudier, à travailler, donc on n'a pas de bonnes notes par conséquence. Hein. Des fois, juste le fait de changer de place dans la classe ou de changer d'amis, d'avoir une meilleure fréquentation, peut changer la donne. Alors, il y a aussi une autre drogue qu'on méconnaît, et en fait, on en consomme tous ici. On en a tous un dans la poche. Vous l'avez peut-être vu parce que j'ai avancé le slide. C'est quoi? Le téléphone portable. Donc le téléphone portable, on méconnaît le téléphone portable, mais il est assimilable à une drogue. Pourquoi? Parce que quand on prend notre téléphone entre nos mains, il libère une grande quantité de dopamine aussi. Pas le téléphone, mais votre cerveau. Votre cerveau libère une grande quantité de dopamine à chaque fois que vous prenez votre téléphone. Donc il est assimilable à une drogue. Alors c'est très subtil ce que je vais vous dire, mais je vais reprendre l'environnement scolaire. Nous tous ici, on a eu la chance de vivre à une époque, d'étudier à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On va revenir vraiment à la base. Il n'y a pas de téléphone portable, donc j'ai rien à faire, je m'ennuie, d'accord? Mon cerveau, de par nature, n'est pas fait pour s'ennuyer. Notre cerveau déteste l'ennui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je commence à faire quelque chose. Soit je bricole, soit j'étudie, j'entreprends, je révise, mais je fais quelque chose parce que je ne veux pas m'ennuyer. Le téléphone portable, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous vous ennuyez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone entre vos mains, une grande quantité de dopamine est sécrétée, et là, vous rangez votre téléphone avec un sentiment de satisfaction, d'avoir accompli quelque chose, alors qu'on n'a rien accompli du tout. Hein. On a lu 2 messages, un mail, on croit que notre vie est bien remplie, mais on a juste court-circuité le tout. Hein. Le cerveau, il pense avoir accompli quelque chose, mais il n'a rien accompli du tout. Et ça se répète, c'est-à-dire je range mon téléphone, 10 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, 2 minutes plus tard, je vais reprendre mon téléphone, parce que je recommence à m'ennuyer en fait. Sécrétion de dopamine,
sentiment d'avoir accompli quelque chose de magnifique, je le repose. Et c'est comme ça toute la journée, des dizaines de fois ou des centaines de fois. Il y a une fois une personne, donc c'est un très bon ami à moi, qui m'a dit, son fils il est en première, il m'a dit, mon fils c'est catastrophique, il était tellement bon à l'école et maintenant il a des mauvaises notes, mais vraiment des notes catastrophiques, hein, pas plus de 5 sur 20. Je lui ai répondu, offre-lui un second téléphone, parce qu'il en avait déjà un en fait. C'était pour lui faire comprendre que la cause de tout ça, c'est peut-être le téléphone. Il ne faut pas chercher trop loin, hein, des fois. Un téléphone, c'est dévastateur, hein, pour un étudiant. Donc je répète, nous on a eu la chance d'avoir vécu à une époque, d'avoir étudié quand il n'y avait pas de téléphone portable. C'est ce qui nous a un peu boosté et ce qui nous a permis de bien étudier. Aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone, le plus tôt possible. D'accord? Là, vous êtes sûr qu'il sera détruit. Parce qu'il ne trouvera pas le même plaisir à étudier. Et dans rien d'autre. Il ne trouvera même pas de plaisir à vous parler, d'ailleurs. Il sera tout seul dans son coin avec son téléphone et sa vie se résumera à ça. Il y a un deuxième aspect négatif, nocif, néfaste du téléphone portable, encore plus subtil. Et vraiment, pour faire comprendre ça, je vais vous... Avant de vous mettre le slide, je vais vous parler d'une chose. Donc ici, nous tous, on est issus de milliards d'années d'évolution. D'accord? Nous tous. Il y a ceux qui croient à la théorie de Darwin. Donc la théorie de Darwin, c'est quoi? C'est que tout a commencé avec une cellule qui s'est différenciée. Après, ça fait des poissons. Après, ça fait des girafes, des hippopotames, des singes. Voilà. Et il y a ceux qui ne croient pas en la théorie de Darwin. C'est deux théories, hein. Donc une théorie, elle peut être réfutée aussi. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une réalité. Donc il y a ceux qui ne croient pas en la théorie de Darwin et qui disent non, l'homme a toujours été l'homme, pour résumer. Mais même si l'homme a toujours été l'homme, ça a bien commencé au niveau cellulaire, cette histoire. L'homme, il n'est pas tombé de nulle part, on n'est pas tombé du ciel. D'accord? Ça a bien commencé au niveau cellulaire, sauf que dans la cellule, il y avait le génome humain, par exemple. Donc, là aussi, ça a commencé il y a entre 500 millions et 1 milliard d'années. Ça a commencé à ce moment-là aussi. Et puis, cette cellule donc, s'est développée. Ça a peut-être toujours été l'homme et ça a suivi l'évolution, mais dans la lignée humaine. D'accord? Mais donc, au début, on devait être beaucoup plus petit, on devait être beaucoup plus fragile, on devait être beaucoup plus naïf, beaucoup plus bête. Et petit à petit, suite à des mutations génétiques, des fois dues au hasard, des fois par anomalie, on est devenu plus robuste, plus grand, plus intelligent. D'accord? Et tout ça, ça a pris du temps. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Hein. Parce que quel est le rapport à ça et le téléphone portable? Vous allez vite comprendre. Alors, donc dans ce cas-là aussi, ça a pris des milliards d'années. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était plus naïf, plus bête, tout ça. Il y a un moment clé dans l'histoire où on est devenu intelligent. Qui est-ce qui a une idée de à quel moment ça s'est produit? Il y a un moment clé vraiment dans l'histoire où l'homme s'est doté de l'intelligence. On a commencé à parler, écrire, dessiner, communiquer, faire des raclettes. Oui. Conscience de la mort? Non, parce que avant aussi, ils savaient qu'ils allaient mourir, ils enterraient leurs morts. Hein. Mais à quel moment vraiment, ça en fait partie, mais vraiment un moment clé où tout a changé en fait pour l'homme. C'est peut-être pas évident, mais à la découverte du feu. C'est une très bonne réponse. À la découverte du feu et lorsqu'on a appris à le maîtriser surtout. Parce que des fois on l'observait de loin le feu, mais on ne savait pas le maîtriser. Pourquoi? Qui a une idée? Qu'est-ce que le feu vient changer dans l'histoire? Oui, mais pourquoi? Quel est le rapport? On a commencé à cuire la viande, en fait. Avant, on mangeait de la viande crue, comme les animaux, et ça représente un énorme coût énergétique pour la digestion. Quand on mange de la viande crue, l'estomac, en fait, il met beaucoup d'énergie, en fait, pour la digérer. Ça fait qu'il restait très peu d'énergie pour le cerveau. Mais quand on a commencé donc on a maîtrisé le feu, on a commencé à cuire les aliments,
Donc la digestion est beaucoup plus simple et il y avait une grande quantité d'énergie qui était disponible pour nourrir le cerveau. Il faut savoir que le cerveau, il consomme à l'heure actuelle 20% de toute l'énergie que nous produisons. 20%, c'est énorme. Alors que le poids du cerveau, c'est seulement 2% de notre corps. Par exemple, si moi je fais 100 kg, mon cerveau il pèse 2 kg maximum. Mais 20% de l'énergie va au cerveau. Il est très énergivore. Et quand on a commencé donc à cuire la viande, et donc notre cerveau il a commencé à se développer, ça a pris plusieurs générations bien sûr, quelques millénaires sûrement. Et là on a commencé donc à parler et à faire beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un moment clé de l'histoire. Alors, je reviens à ce que je disais. À l'époque, donc, on était petit, fragile, lent, vulnérable. Donc, on se cachait pour échapper à d'autres prédateurs, parce qu'on côtoyait les prédateurs. Aujourd'hui, l'homme règne sur Terre, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, on se faisait tout petit, on faisait profil bas, on se faisait discret. On attendait patiemment, ok ? Et donc, les plus fragiles, les plus lents, les plus naïfs, donc ils se faisaient dévorer, et les autres, donc, ils survivaient. Et notre corps, en fait, ce n'est pas notre corps qui a permis ça, c'est le hasard des mutations génétiques a fait que ceux qui étaient plus rapides, plus agiles, plus robustes ou plus malins, c'est eux qui ont survécu. Donc, et eux ont transmis le patrimoine génétique à leur descendance, et ainsi de suite. La génération d'après, un peu plus maligne, un peu plus intelligente, un peu plus rapide, un peu plus grande. Et de fil en aiguille, comme ça, en fait, pour résumer, notre corps, en fait, il est doté d'un système de défense naturelle. On sait apercevoir un danger, on sait à quel moment il faut s'échapper, à quel moment il faut combattre, à quel moment faire face. Tout ça, sans le savoir, sans l'apprendre, naturellement, on l'a en nous. Et là, vous allez comprendre le tout, c'est que le téléphone portable, toute la journée, nous sommes noyés sous les interruptions et notifications de nos appareils. Ça commence par le réveil, ensuite il y a des emails, ensuite il y a des messages, des notifications, des push-ups, des pop-ups, tout ce que vous voulez. L'écran s'allume sans arrêt. Et nous, qu'est-ce qu'on croit ? On croit que tout ça c'est bien, c'est la technologie, et on a des vies bien remplies, et ça m'aide. Ça m'aide à ne louper aucun message, ça m'aide à ne louper aucun rendez-vous, et puis là on est au sommet de la civilisation. Mais nos corps ont un avis différent, parce que je vous le rappelle, on est issu de milliards d'années d'évolution. Ce n'est pas comme ça qu'on est fait, on n'est pas câblé pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ces alertes ? Nos hormones de stress passent à l'action, automatiquement. On commence à stresser. Ça déclenche notre réaction de combat ou de fuite. Nos battements de cœur s'accélèrent, sans le vouloir, juste à la vue de ces notifications. Notre respiration se tend, nos glandes sudorales s'ouvrent, c'est les glandes qui nous permettent de suer, de transpirer, et nos muscles se contractent. Posez-vous la question, vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi des fois le matin vous vous levez et puis vous avez de l'anxiété en fait. Ça nous arrive à tous normalement. On fait de l'anxiété alors qu'avant on n'en faisait pas. Et bien c'est dû à tout ça. En plus le pire c'est quand vous vous levez, la première chose qu'on fait en fait c'est on prend le téléphone et on met ça sous nos yeux avec des notifications, des messages, des trucs. Et ça amplifie le tout, d'accord ? On stresse beaucoup plus. Les battements de cœur s'intensifient et on fait de l'anxiété à cause de ça. Parce que cette réponse, elle est destinée à nous aider à dépasser le danger, c'est-à-dire le but, c'est nos défenses naturelles en fait. On est fait comme ça parce que ça nous alerte d'un danger. Mais ce n'est pas fait pour répondre à un appel ou à un message. On n'est pas fait pour vivre ainsi. D'accord ? C'est très important de le savoir parce que, et je vous le répète, on croit que la technologie n'a que du bon, mais ça c'est un aspect qu'il faut comprendre. Il y a très peu de gens qui le comprennent. Un peu plus maintenant, parce que petit à petit on commence à... C'est très récent le téléphone, ça fait quoi ? Ça fait même pas 20 ans. Mais il faut le comprendre parce que des fois on a l'impression qu'il est trop tard, le piège s'est refermé sur nous et personne ne s'en est rendu compte.
notre but, c'est pas de stresser à longueur de journée, hein, du matin au soir, pendant plusieurs années, jusqu'à la fin de nos jours. Posez-vous la question, est-ce que vous étiez plus heureux il y a 10 ans ou aujourd'hui? Bon, en tout cas, pour moi, j'étais plus heureux il y a 10 ans. Et c'est peut-être à cause de ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut ranger son téléphone et puis ne pas avoir de téléphone? Ça, c'est impossible, on est d'accord, parce que c'est un outil quand même. Mais pour commencer, ça serait bien, par exemple, d'enlever ces notifications qui s'allument à chaque fois, d'accord? Ou de mettre... Allez, je vais vous parler de moi. J'ai prévenu mes proches, tout le monde. Je leur ai dit que mon portable, à partir d'aujourd'hui, je l'ai dit il y a quelques années, hein, il y a 7-8 ans, à partir d'aujourd'hui, mon portable sera toujours en silencieux. Donc si vous m'appelez, admettons, vous m'appelez à 18 h, je ne réponds pas de panique, hein, je vous rappellerai peut-être à 20 h, parce que mon portable est en silencieux. Et ça marche très bien. Je ne veux plus que mon portable sonne, d'accord? Je ne suis pas fait pour stresser. Mon but sur Terre, ce n'est pas celui-là. Et pareil, il n'y a aucune notification, d'accord? En fait, je décide quand est-ce que je vais aller sur ma messagerie. Je décide quand est-ce que je vais aller sur mes mails. Ça peut être le soir, ça peut être une fois tous les 2-3 jours. Mais ce n'est pas les notifications qui vont venir m'alerter d'un quelconque danger. D'accord? Vous voyez ce que je veux en dire? C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite modifier un peu l'usage que vous faites de votre téléphone. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Donc je le répète, on a rangé le téléphone dans la catégorie des drogues, parce que c'est indéniablement une drogue aujourd'hui. L'alcool, les stupéfiants, tout ça, c'est pas trop pour vous, c'est plus pour nos enfants ou nos collègues, nos amis qui ont ce comportement. Et tout ça, donc ça influe sur votre sécurité routière. Si vous avez des questions, allez-y. C'est la fin du cours. Oui? Tout à l'heure, vous disiez, quand c'est trop tard, en parlant notamment des drogues, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ça veut dire quoi, trop tard, comme vous voulez me dire? Je parlais des drogues dures. Je parlais des drogues dures, c'est-à-dire qu'on devient dépendant à la première prise. À la première prise, et les jeunes ne sont pas au courant de ça, hein. Ils veulent faire un peu comme tout le monde. Et puis, en fait, quand on est jeune, on se croit invulnérable et on se croit... Ah, excusez-moi. La question, c'était en quel sens c'est trop tard lorsqu'on consomme de la drogue? Parce que j'avais dit tout à l'heure, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc ma réponse, c'est que quand on consomme des drogues dures, à la première prise, il est trop tard. Mais dans quel sens il est trop tard? Bien sûr, on peut avoir un sevrage, on peut s'en sortir. Il faut toujours être optimiste, hein, dans la vie. Mais c'était pour faire comprendre que vous allez mettre tout votre temps et toute votre énergie dans ce sevrage. Alors que si vous n'aviez pas consommé cette première prise, votre temps et votre énergie, vous pouvez l'allouer à d'autres choses plus merveilleuses que de se sevrer. Après, bien sûr, il faut être optimiste. On peut toujours se sevrer et s'en sortir, mais après, ça devient très compliqué. Hein, on ne va pas se mentir. Quand vous parlez à des toxicomanes, c'est très, très, très compliqué. Hein. Et puis, même s'ils s'en sortent, pendant 10 ans, ils n'ont pas consommé, des fois, ils ont un pic, une pulsion qui fait qu'ils retombent dedans. Et c'est ça qui est dramatique. Hein? Un pic, une pulsion, vous retrouvez un ami de longue date et puis vous pouvez retomber dedans. Alors que quelqu'un qui n'a jamais consommé, c'est assez simple, hein, pour lui de dire non. Hein? Non, merci, ça ne m'intéresse pas, point. L'autre n'insistera pas non plus. Mais quelqu'un qui est tombé dedans, son cerveau, il n'oublie pas. Hein. Le cerveau, c'est un organe très compliqué. Et d'ailleurs, si le cerveau n'était pas suffisamment complexe pour que nous le comprenions, nous serions si simples d'esprit que nous ne le comprendrions pas. Il est très compliqué, le cerveau. C'est pour ça qu'on n'arrive toujours pas à le comprendre. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? En ligne? Alors, une question. Cette mutation de l'homme n'est-elle pas le plan divin et un simple hasard? Oui. Alors, pour les croyants, c'est Dieu qui est tout ça. Hein. Il y a un créateur derrière tout ça. Bon, il n'y a pas que des croyants qui vont regarder cette vidéo, je pense. Et donc, en tout cas, la science dit que c'est dû au hasard, hein, aux mutations anormales et génétiques. Mais bien sûr, pour un croyant, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Ça suit le plan de Dieu. Quelqu'un d'autre a une question? Oui?
Promis, il a parlé il avait dit qu'il avait le plaisir dans chaque chose, et notamment Dans le micro. Le Messie Promis avait dit qu'il y avait on trouvait du plaisir dans chaque chose, et notamment dans la prière. Et il avait comparé ça à un ivrogne. Enfin, à force de boire, il ne s'arrête pas de boire jusqu'à ce qu'il ait atteint le plaisir qu'il recherche. Oui. Quand vous avez fait votre schéma sur le cerveau, ma question en fait, c'est est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que le cerveau fonctionne de la même façon avec la prière? Alors, pour une personne qui fait sa prière, donc j'avais dit tout à l'heure qu'il faut qu'on trouve du plaisir à faire sa prière et du plaisir à lire le Coran et du plaisir à assister, par exemple, à des réunions comme celle-ci. Mais une personne, je vais vous prendre un exemple, une personne, admettons ici, qui est sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, admettons, eh bien, elle ne trouvera pas de plaisir à être ici. Hein. Elle va se dire plutôt, et elle ne va pas faire preuve de patience et d'humilité, elle va plutôt se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On connaît déjà tout ça. C'est inintéressant. Il n'aurait qu'une envie, c'est de partir. Parce qu'en fait, son cerveau, il veut ce niveau de dopamine qu'il ne retrouve pas ici. C'est beaucoup plus subtil, la dopamine qui est sécrétée là, ou lorsqu'on fait la prière, ou lorsqu'on lit le Coran. Mais petit à petit, au fur et à mesure des années, on peut intensifier cette dopamine, ce plaisir s'intensifie. Et quand on trouve du plaisir dans la prière ou dans la lecture du Coran, ça ne se fait pas en 2 jours, ça prend un peu de temps. Mais maintenant, c'est un bon moyen pour sevrer quelqu'un. Donc, le Messie Promis a dit à cet ivrogne de se mettre à faire la prière. C'est un bon moyen de sevrage, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, ça peut marcher. Parce qu'il y a de la dopamine un peu partout dans notre quotidien. Hein. On est marié, on voit notre femme, nos enfants, nos époux, on voit nos amis. Et puis, tout ça, ça génère un peu de dopamine. Et la prière, ça va encore ajouter du plaisir pour cette personne en particulier. Mais il ne faut pas croire que c'est simple. Le sevrage n'est pas simple. C'est très compliqué. Oui, il y avait une question? Excusez-moi. Oui. On va prendre encore une dernière question, parce que ça vient de la pause. D'accord. Je vais vous laisser la parole pour la dernière question. Je vais juste préciser une chose, on a oublié de présenter en fait Bilal, hein, c'est important de le présenter, parce que on arrive à la fin de la conférence, on le remercie. Bilal est expert agréé en conduite automobile et sécurité routière. Et donc, c'est fort de ce titre-là, en fait, de cette expertise et de cette expérience qu'il a pu nous faire cet exposé très enrichissant. Je remercie encore une fois. Donc, on pourrait l'écouter encore, je crois, même encore des heures. Mais là, malheureusement, le temps nous est compté. Je vais laisser Bilal répondre à la dernière question. Et ensuite, on vous invite les sœurs dans le Lajna Hall pour la petite collation et les frères dans la salle à manger. S'il y a une dernière question, bien sûr. Oui. Le lien que vous avez précisé par rapport au portable, vous l'avez assimilé à une drogue. Alors, on va le répéter dans le micro. Parce que... Alors, le lien que vous avez lié le téléphone portable à une drogue, vous avez assimilé le portable à une drogue. Comment on fait pour... bon, bien sûr, vous avez précisé qu'il faut ne pas consulter ses mails de leur réveil, essayer d'éviter la sonnerie, mais, parce que moi c'est relativement personnel ce que vous avez dit là, en fait. Parce que j'ai ma fille qui travaillait très bien l'année dernière, en seconde, et là, en première, elle a descendu très, très gravement dans les notes. Donc, je pense, parce que je lui ai offert mon portable, et je pense que... Oui, mais maintenant, ça serait peut-être plus dévastateur de lui reprendre le portable. D'accord ? Il ne faut pas être radical non plus. Il faut le faire par exemple, ça, si vous vous en souvenez, expliquez-lui ça. Et les enfants sont très intelligents, hein, et ils comprennent. Fixer un petit temps, par exemple, allez, tu peux garder ton portable, mais juste le soir, ou essayer de mettre en place quelque chose comme ça, parce que reprendre le portable maintenant, alors que la personne a déjà l'habitude, ça ne serait pas très bon. D'accord ? Il faut le faire par pédagogie, en fait. C'est ce que je conseille. Et puis nous,
vous tous, donc bien sûr, on n'étudie plus à l'école, on n'est plus dans l'environnement scolaire, mais on peut mettre en place certaines choses, comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, par exemple, enlever déjà les notifications lumineuses, enlever les notifications tout court d'ailleurs. Vous allez dans l'application quand vous avez décidé d'y aller. Ça ne vous alerte pas qu'il faut y aller, parce que c'est un danger, ça vous alerte d'un danger. Et vous allez commencer à stresser, à faire de l'anxiété, à transpirer pour rien. D'accord ? Donc c'est bien de mettre ces choses en place, et petit à petit, vous allez voir que vous allez mieux respirer. Okay ? Donc voilà, je vous remercie d'avoir tous donc, suivi cette conférence. Et puis, donc, je vous dis à une prochaine. Merci. Salam alaikum.